Salut à toi, pensée du jour numéro 75 ou 75, suivant d'où tu nous écoutes. Aujourd'hui, je veux parler du protocole de profilage physiologique. J'ai eu deux trois questions suivant la présentation que j'ai postée sur YouTube la semaine dernière. Si tu ne l'as pas encore regardé, va jeter un œil, je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et donc j'ai eu quelques questions par rapport au protocole en lui-même que j'utilise, le 515 comme certains l'utilisent. Je l'ai modifié un petit peu au cours du temps par rapport à ce que d'autres personnes avaient apporté au protocole également. Et donc je voulais parler en détail de comment j'effectue ce test-là, en sachant qu'avec le Moxy, donc il y a plein de tests différents qui peuvent être faits, mais ce protocole-là, la façon dont moi je le fais à l'heure actuelle, je me suis dit que ce serait peut-être une opportunité de parler en détail du processus pour ceux qui sont intéressés à en apprendre un petit peu plus. Donc, pour déjà donner les bases, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, le 515 ou le test de profilage physiologique avec le MOXIE permet de déterminer lequel ou lesquels des systèmes limitants potentiels, donc respiratoires, cardiovasculaires ou musculaires, limitent la performance. C'est un test intermittent à palier, et donc on va monter en puissance après chaque palier. Je reviendrai sur la structure exacte pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et donc, juste pour me structurer un petit peu au niveau de mes pensées, je vais partir du début des premières informations que je collecte jusqu'à l'application du test en lui-même. Donc, les informations que je collecte au préalable avant le test, ça va être un historique d'entraînement de la personne, sur trois axes principaux. Déjà, sur quatre axes principaux. Un, la personne en elle-même, s'il y a des blessures, s'il y a des limitations, s'il y a des objectifs de compétition, s'il y a des outils qu'ils utilisent pour quantifier ou pour suivre leurs entraînements. Donc ça va être le premier aspect, la personne en elle-même. Et ensuite, trois aspects de leur entraînement, notamment tout ce qui est endurance, tout ce qui est cardio, tout ce qui est du travail intermittent ou du HIIT, et tout ce qui est du travail de renforcement. En sachant que déjà, très souvent, en regardant simplement ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait dans les 3 mois précédents, on va déjà avoir une bonne idée de ce qui va potentiellement manquer une fois qu'on interprète les résultats du test et ce qu'on va pouvoir recommander à la personne. C'est clair que si on voit qu'il n'y a pas eu de travail de renforcement musculaire du tout ou pas à un niveau qui devrait être vu pour, suivant le niveau de la personne, ses ambitions sportives au niveau performance, etc. Et qu'on voit par exemple après le test une incapacité à utiliser l'oxygène qui est présent dans le muscle, on va facilement pouvoir recommander du travail de renforcement lourd, encore une fois, surtout s'il n'a pas été fait auparavant. Donc un historique d'entraînement complet avec les intensités moyennes des différentes séances. Ça donne une indication très rapide, par exemple, aussi pour ceux qui disent qu'ils font du cardio et qui disent qu'ils font du cardio et qu'en moyenne ils font du cardio à 8 sur 10. Très souvent au niveau structurel, on ne va pas avoir les adaptations qu'on veut parce que l'intensité est trop haute, donc ils passent beaucoup de temps en zone 3 et 4 pour ceux qui parlent avec ces termes-là, plus côté sport d'endurance, et pas assez de travail structurel au niveau de la zone 2. Donc ça, c'est aussi des indications qu'on peut avoir juste en regardant un bon historique d'entraînement. Donc voilà, ça c'est la première chose que je fais. Le jour du test, déjà avant de choisir la modalité, donc on va voir par rapport aux objectifs de la personne. Si c'est une personne qui évolue dans le domaine du CrossFit, je vais faire le test sur un airbike par exemple, pour qu'on ait la composante corps complet, haut du corps, bas du corps, et donc l'airbike va être l'outil de choix. Si on a quelqu'un qui fait beaucoup de vélo ou qui est un cycliste, ou qui fait de la compétition en vélo, on va utiliser un vélo. Pour une personne qui est compétitive en rameur, on va certainement utiliser un rameur. Pour un hockeyeur, on va idéalement faire le test sur la glace. Oui, on peut le faire sur un slideboard également, mais voilà, c'est pas toujours possible d'aménager les différents intervalles, les différents changements d'intensité, etc. Pour tous les sports de manière très spécifique. On reste sur des modalités à préférence cyclique. La course à pied peut marcher très bien aussi pour ceux qui courent beaucoup ou pour les coureurs. Les triathlètes, idéalement, ils font un test sur le vélo, un test en course à pied également, en sachant que les limitations qui peuvent être décelées seront potentiellement différentes dans les deux disciplines. Donc voilà, il faut déjà bien choisir la modalité du test par rapport à la personne avec qui on travaille et par rapport à ses objectifs sportifs. Ça va être les deux points déterminants principaux par rapport à la modalité utilisée. Je reviens au jour du test. On arrive le jour du test, qu'est-ce qu'on fait en premier? En premier, je vais expliquer tout ce qui se passe pour que ce soit très très clair de A à Z. En général, je le fais même en amont, auparavant,
où j'envoie un petit descriptif de la journée de test ou du test en lui-même. En général, je planifie à peu près 90 minutes pour le test en lui-même. Donc on arrive, je mets tout gentiment en place et la première chose qu'on va faire, c'est un test de spirométrie que j'ai détaillé dans une autre vidéo déjà, qui va nous permettre de voir la capacité pulmonaire de la personne et par rapport à ça, pour voir s'il y a des limitations au niveau structurel de son système respiratoire. Est-ce qu'elle a le volume auquel elle devrait avoir accès par rapport à sa corpulence notamment, ou est-ce qu'il y a potentiellement quelque chose à travailler de ce côté-là? Est-ce qu'elle a la puissance expiratoire qu'elle devrait avoir par rapport à son volume total? Ça, c'est aussi une indication qui peut nous dire, avant même d'avoir fait un test avec de l'intensité et de l'effort, s'il y a une limitation au niveau respiratoire. Donc, un outil intéressant à utiliser et qui prend pas de temps du tout, ça prend, je pense, au maximum 1 minute 30 pour faire le test de spirométrie, une fois qu'on comprend bien comment le faire. J'entre toutes les données de la personne au préalable dans l'outil, dans le spiromètre, ce qui me permet d'avoir les données directes sur les pourcentages par rapport aux données normatives pour la corpulence, pour le profil de la personne. Donc je ne perds pas de temps à rentrer ça le jour du test, ça c'est tout fait en amont. Je prépare également la fiche pour le test, en sachant que c'est une fiche avec des différents intervalles. Ce que je vais faire, c'est que je la mettrai ici, juste à côté, la fiche de test que j'utilise, une fiche que j'ai fait maintenant en format digital. Et donc j'ai simplement mon iPad et je peux noter les différentes choses qu'il faut noter. Une fois qu'on a fait la spirométrie, on passe au calibrage du test. Parce que le test, à savoir que c'est encore une fois un test intermittent à palier. Si vous avez regardé la présentation, vous avez vu la structure du test. Et comment est-ce qu'on détermine le palier de départ? Comment est-ce qu'on détermine le 5e palier, qui sont les deux paliers les plus importants en termes de la structure du test en lui-même? Eh ben, l'intensité de départ va être déterminée par une allure que la personne peut tenir confortablement avec un battement par minute au niveau fréquence cardiaque entre 100 et 110. Donc la première chose qu'on va faire, c'est que la personne va se mettre sur l'appareil. Je lui aurais mis le Moxy au préalable ou les Moxy sur la cuisse ou autre, suivant les conditions. En général, on va toujours mettre un Moxy sur la cuisse, sur le vaste latéral. On va potentiellement mettre un Moxy aussi sur un muscle non impliqué. Si on fait du vélo, on peut le mettre sur l'épaule pour voir ce qui se passe au niveau systémique. Donc on va placer le ou les Moxy. Ensuite, on va faire ces quelques minutes de travail à basse intensité pour trouver cette intensité du premier palier. Ensuite, on va faire un palier intermédiaire. Et tout ça, c'est pas en continu, c'est simplement un calibrage. Donc on prend un petit peu de temps entre deux pour expliquer le processus. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on va demander à la personne de trouver une intensité d'à peu près 6 sur 10 qu'elle pourrait tenir pendant 4 ou 5 minutes. Ça, on ne va pas l'utiliser directement pour la planification du test, mais c'est juste pour que la personne puisse nous donner une idée d'où elle se trouve en termes de rendu, en termes de puissance. Et ensuite, pour terminer, on va leur demander de faire pas plus d'1 minute à une intensité qui, si elle était tenue sur 3 ou 4 minutes, donnerait un RPE de 9 sur 10, en sachant que une fois qu'on arrive à cette intensité, après 40-45 minutes de travail sur le test, au 5e palier, ce sera un 10 sur 10 et c'est en général là qu'on veut voir la fin de l'effort ou l'échec du test se passer autour de ce 5e palier. Et donc on a le premier palier, on a le 5e palier et on va simplement diviser par 4 pour déterminer la taille des paliers. En sachant qu'on peut ajuster, une fois qu'on a un peu plus de pratique avec le test, on peut ajuster soit vers le haut, soit vers le bas ces deux valeurs, suivant notre ressenti ou en tant que coach, suivant notre perspective et notre expérience. Si on sent que peut-être c'était un petit peu trop et qu'on pense que ce serait un peu trop dur, on peut réduire ça un petit peu. Je prévois toujours un 6e palier au cas où les gens peuvent pousser un petit peu plus loin. Et pour la structure du test en elle-même, donc je disais avant, c'est un test qu'on appelle souvent le 5-1-5. Dû à son format de 5 minutes de travail, 1 minute de repos, 5 minutes de travail à la même intensité et ensuite on monte d'un palier et d'un palier au niveau d'intensité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit ce format à 4 minutes, donc 4-1-4, on pourrait l'appeler comme ça si on voudrait. Les 4 premiers paliers se passent en format 4-1-4-1 techniquement et ensuite 5e palier on passe à 3 minutes d'effort. 6e palier, on passe à 2 minutes d'effort. Ça, je l'ai détaillé aussi sur la présentation YouTube. Donc, encore une fois, allez regarder ça si ce n'est pas déjà fait. Et donc, avec le calibrage du test qui a été fait, ça fait un petit échauffement. Et 2, ça nous donne ces paramètres de début, de fin. Et on va échelonner les intervalles ou les paliers
qui se trouve entre deux à l'aide de ces informations-là. Une fois que le calibrage il est fait, je vais décrire le test en détail pour que la personne soit bien sûre de comment ça va se passer. Donc on va expliquer que on va vraiment essayer de tenir la puissance cible sur chaque intervalle. Le but c'est pas de faire plus, le but c'est de faire exactement ce qu'on recherche. Donc si ça dit 175 watts, on va essayer de rester à 175 watts par exemple. Ensuite, on va aussi demander à la personne de respirer normalement. Donc on ne veut pas que la personne respire soit que par le nez, soit se force à respirer d'une certaine manière. On veut simplement qu'elle respire normalement pendant tout le test. Idéalement, si on avait une unité pour mesurer tout ce qui est des données ventilatoires, ben là, ça nous donnerait plus d'informations sur ce qui se passe. Ce que moi, j'essaie de faire en général pendant le test, ça va être de compter les respirations sur la dernière minute d'effort, ce qui va nous donner un bon proxy pour la fréquence respiratoire qui devrait monter progressivement avec les montées en intensité des différents efforts sur les différents paliers. Donc, encore une fois, on dit à la personne de respecter le rendu ou les watts qu'on a mis en place par rapport aux différents paliers. À la fin de chaque intervalle, on va leur demander leur ressenti en termes de RPE, donc effort sur 10. Je leur demande aussi au niveau physique s'ils ressentent quelque chose de bizarre et je me focalise surtout sur tout ce qui est de la vision. S'il y a un effet tunnel, au niveau des extrémités aussi, donc des mains, des doigts et des pieds, s'il y a des picotements, s'il y a un manque de sensation, si les jambes commencent à serrer un petit peu pendant un effort, ça c'est toutes des choses que je demande aussi et que je note sur la feuille parce que ça nous donne des informations supplémentaires pour ensuite interpréter les résultats du test. Les données donc qu'on collecte avec le Moxy, l'oxymètre de pouls, avant je le plaçais juste sur le doigt à la fin de chaque intervalle, maintenant j'essaie de le TP sur le doigt en lui-même. Prochainement je pense me procurer un oxymètre en Bluetooth qui va me permettre de le relier à l'application que j'utilise pour collecter toutes les données du Moxy et la fréquence cardiaque, donc ce sera tout centralisé sur le même graphique, ce sera bien propre. Mais sinon donc j'utilise l'oxymètre à la fin de chaque intervalle pour voir la saturation périphérique. Ça nous dit ce qui se passe au niveau, ou ça nous donne une idée de ce qui se passe au niveau respiratoire. Est-ce qu'on peut saturer le sang en oxygène ou pas? Si pas, pourquoi? Donc encore une fois, le Moxy, ça ne donne pas les réponses, mais ça permet de poser de meilleures questions. Et donc, on parle du protocole du test. On va effectuer le test. Donc, on va commencer à l'intensité de départ. Moi, j'ai une application un timer en intervalle que j'utilise, que j'ai pré-planifié avec les différents paliers, avec les différents temps de travail, temps de repos. Et les différentes intensités seront détaillées, comme je vous l'ai dit, sur la fiche en elle-même que je vous montrerai, que je vous ai montré avant dans la vidéo. Je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Et donc, quand on arrive à la fin, quand on arrive à l'échec, une chose que j'ai apprise de Evan Pycon, c'est que si la personne n'a pas bien pu désaturer pendant le test, donc est-ce qu'elle n'a pas pu descendre, disons, en dessous de 30% de SMO2 pendant les efforts, on va attendre 5 minutes à partir du moment de l'échec, on va attendre 5 minutes et on va faire un Wingate, donc un test en montée progressive en intensité sur 10 secondes et ensuite on va maintenir une intensité maximale pendant les 20 secondes suivantes, donc 30 secondes d'effort pour voir si la personne peut encore désaturer dans un état de fatigue. C'est pas un test que je vais faire avec tout le monde. Si je vois quelqu'un qui est descendu largement en dessous de 20 par exemple pendant le test sur les derniers intervalles, je sais que la personne peut utiliser l'oxygène, j'ai pas besoin de lui faire un 30 secondes d'effort max après avoir déjà fait un test à palier intermittent maximum ou maximal. Et donc ça, je le réserve juste pour les gens qui en ont besoin. Je dis à tout le monde qu'on va le faire, mais souvent je le fais pas si la personne a pu désaturer pendant le test. Mais comme ça, tout le monde le sait au cas où ça doit se passer. C'est quelque chose que je rappelle pendant le test aussi, parce que quand quelqu'un arrive à l'échec sur un effort à palier comme ça, après 45 minutes, 50 minutes d'effort, la dernière chose qu'ils veulent entendre ou oublier, c'est qu'ils avaient encore 30 secondes d'effort max à faire 5 minutes plus tard. Donc toujours dire ça un petit peu en amont et le répéter une ou deux fois, comme ça les gens ne sont pas surpris. Même s'ils ne sont pas contents de l'entendre, au moins ils ne sont pas surpris. Ce sera toujours mieux de ne pas être content et de savoir que de ne pas savoir et d'être surpris par la nouvelle. Donc ça, c'est vraiment le processus du test au complet. Je regarde les informations qui sortent des Moxy, mais je ne vais pas les interpréter sur le moment. Je vais rentrer à la maison,
sortir les données sur l'ordinateur, sortir le graphique, et à partir de là, je vais commencer à interpréter les données. Et souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais consulter avec d'autres experts pas d'autres, des experts. Je ne suis pas un expert, j'ai encore beaucoup à apprendre avec des experts qui font ça depuis plusieurs années, plusieurs décennies pour certains d'entre eux, et qui m'aident à interpréter ces données. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre. C'est encore une fois des informations qui sont très intéressantes, mais qui sont compliquées à interpréter. Et donc, d'avoir le point de vue de quelqu'un qui fait ça depuis très longtemps, pour moi, c'est quelque chose qui a énormément d'importance. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais faire. En général, je vais booker le test, et le jour d'après, je vais booker une séance de consulting avec quelqu'un qui sait de quoi il parle dans le domaine, pour m'aider encore une fois à valider mon interprétation ou pas, ou la corriger, et ensuite m'aider aussi avec tout ce qui est des recommandations d'entraînement. Donc voilà pour mon processus de A à Z par rapport à ce test de profilage physiologique MOXIE. Comme j'ai dit, c'est un des tests qui est disponible ou qui peut être fait. C'est certainement un des plus courants, surtout dans tout ce qui est du monde de l'endurance. C'est celui qui va certainement apporter le plus d'informations pratiques pour ces gens-là. Au niveau CrossFit, je pense que c'est un test qui peut avoir beaucoup de valeur aussi, étant donné que ça va nous donner au niveau énergétique général et cyclique ce qui peut être amélioré, ce qui est toujours important, ce qui va pouvoir nous permettre de focaliser les entraînements de manière un peu plus spécifique sur les besoins de la personne à ce moment-là dans le temps. Et donc ce test, en général, ce qui a été recommandé par Daniel Crumback, si vous n'avez pas écouté l'entretien que j'ai eu avec lui sur le podcast, je vous le recommande. Certainement un des pros dans le domaine qui a le plus d'expérience avec toute cette façon de voir les choses, de tester et d'interpréter les données. Une chose qu'il recommande aussi, c'est de faire un test après 4 semaines. Pas le même test avec les MOXIE, c'est un test qui peut être fait en autonomie par la personne directement, et ça va être de prendre les 4 premiers paliers et de les refaire, mais sans les doubler. Donc, au lieu de faire 4, 1, 4, 1, et ensuite de monter d'un palier, on va faire 4, 1, et on va monter d'un palier tout de suite, d'enregistrer la fréquence cardiaque, et ensuite de comparer la dernière minute, la moyenne de la dernière minute en fréquence cardiaque par rapport à ce qui a été fait au test initial. Déjà là, ça peut nous donner des indications, intervalle de 4 semaines donc, et déjà là, on peut voir des différences par rapport à certaines améliorations qu'on aurait acquises au travers du nouveau programme, ou à travers des recommandations ou des compléments d'entraînement qu'on a pu ajouter au programme suivant l'interprétation des données pour adresser certaines limitations de la personne à ce moment-là. Donc ça, c'est un petit test intermédiaire, et on recommande que le test en lui-même, le 4-1-4 ou le 5-1-5, suivant comment vous le structurez et le nommez, le test soit répété entre, on va dire, 8 à 16 semaines après le test initial. Plus il y a on va dire des limitations qui sont flagrantes, plus l'intervention au niveau de l'entraînement va pouvoir apporter des améliorations rapidement, et donc plus on va vouloir tester vite. Et au contraire, si on a quelqu'un qui est déjà très très bien développé de manière générale, et c'est des petites améliorations qu'on va rechercher, on va pouvoir repousser ce test à 12 sur la lampe, à 12 ou à 16 semaines. Donc voilà j'ai essayé de couvrir vraiment l'entièreté du test depuis le début jusqu'à la fin. J'espère que j'ai pu répondre aux différentes questions qu'il y avait pu y avoir autour de ce processus-là. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez des suggestions pour les prochaines pensées du jour, je suis toujours preneur, donc n'hésitez pas non plus. En attendant, bonne journée et à bientôt. Allez, ciao.